Bonsoir. Le petit sportif, avec les étudiants du BTS audiovisuel du Greta Duvelet, est heureux de vous présenter une émission 100% Haute-Loire, 100% sport, avec au programme du handi-basket, du trail et une activité méconnue en Haute-Loire, le disco golf. Je vous dis à tout de suite sur le plateau avec les invités. Salut les petits sportifs, bienvenue sur le plateau de la petite émission. Un plateau riche en invités que je vais vous présenter tout de suite. Samuel Joubert de la team Le Petit Sportif, photos, vidéos, rédaction d'articles. C'est celui qui alimente le site Le Petit Sportif. Samuel, merci et bienvenue sur le plateau. Merci Will, salut. Ensuite Thomas Père, président du disque golf du Puy-en-Velay, une activité qu'il va nous faire découvrir, qu'il va nous expliquer. Une activité qu'on est curieux de découvrir. Merci Thomas. Et merci à toi, oui. Ensuite, David Chamard, président des Aigles du Velay. On va évoquer la saison. C'est vrai que les Aigles du Velay est une association dynamique, fer de lance du bassin Pono. On va évoquer tout cela avec toi, David. Et ensuite, la voix des courses, du running en Haute-Loire, Sébastien Juanol. Alors justement, retour d'expérience sur le trail notamment, avec une explosion due certainement au phénomène confinement. Donc merci d'être là, Sébastien. Merci à toi Will. Sans plus tarder, je propose de passer au premier sujet, le handi-basket. Le handi-basket et les Aigles du Velay qui performent au niveau national, plus haut niveau national. Justement, on vous propose de plonger au cœur du club avec ce reportage. J'ai connu le club en 1983, donc je suis paraplégique suite à l'accident de la route. J'ai pu avoir la chance de découvrir que le sport était encore possible malgré mon handicap. On était plusieurs jeunes à avoir été victimes d'accidents de voiture et du coup on a eu l'envie et l'idée de créer une équipe de basket. Donc j'ai découvert ça un peu par hasard. Et ils m'ont dit essaye et mets-toi dans le fauteuil, et c'est vrai que ça a tout de suite été une passion. Déjà à l'époque, nos matchs ils se passaient à Espaly-Saint-Marcel, au Puy quand on recevait. Et au niveau des spectateurs, c'était nos amis proches, un peu la famille, voilà. Mais quand il y avait 20 spectateurs, c'était bien le bout du monde, quoi. L'ancien président, Philippe Béraud, a décidé pourquoi on ne se lancerait pas dans l'aventure de monter plus haut. Et on a passé les échelons, donc on a monté en National C, en National B. Pour arriver en National A, on a fait le choix d'aller chercher des joueurs expérimentés et des joueurs aussi internationaux. J'ai rencontré les Aigles du Velay durant une Final Four. J'étais à l'époque coach de l'équipe de France. Et le climat m'avait plu, il y avait une bonne équipe, une bonne structure. Le jour où ils m'ont contacté, j'ai dit pourquoi pas. Les présidents ont fait beaucoup d'efforts pour monter à ce niveau-là, même le Puy-en-Velay, la région et le département, quoi. Je suis sûr qu'en fait si c'était un peu plus médiatisé, télévisé même, il y aurait de bonnes audiences parce que c'est un beau sport. Et c'est vrai que si on arrive à se faire connaître au niveau européen et international, ça serait vraiment le mieux pour nous en fait. Quand on voit le public, 400-500 personnes qui sont là, qui viennent voir du basket, ils viennent plus voir du basket fauteuil parce que le fauteuil ils l'ont oublié, ils viennent voir du basket.
Le Puy-en-Velay reste un club avec une équipe de basket qui joue au plus haut niveau national. Et c'est une bonne chose pour nous, pour le club, pour la discipline, pour l'image qu'on montre au public par rapport au handicap. Très beau sujet hein, sur les Aigles du Velay. David, tu as apprécié le reportage? Ouais, très beau pour reportage, là, magnifique. Ouais, ça fait Ça fait chaud au cœur. chaud au cœur, ouais, voilà. J'ai une question toute bête pour commencer. Pourquoi les aigles? Pourquoi on vous appelle les Aigles du Velay? Les aigles? Pour la petite histoire, en fait, un de nos anciens joueurs un jour nous a dit pourquoi pas refaire un peu notre logo et il donnait une image un peu plus dynamique et au goût du jour. Et il a fait une petite recherche et s'est rendu compte qu'au niveau de la ville du Puy, le blason, il y avait un aigle sur le blason de la ville. Tout à fait. Donc c'est parti de là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti sur les Aigles du Velay. Samuel? Alors, avant de revenir sur les Aigles du Velay spécifiquement, je pense que les personnes qui nous regardent connaissent pas forcément tous le handi-basket et je voulais voir avec toi, justement David, un petit peu le handi-basket. Est-ce que c'est finalement comme le basket? Est-ce que ça se joue pareil? Est-ce que les règles sont les mêmes? C'est sensiblement les mêmes règles, c'est le même temps, 4x10, le panier est la même hauteur, 3,03 m. Les seules différences, c'est que nous on a le droit à leur prise de dribble et à 2 poussées. Voilà. En fait, dans les mains courantes qu'on a sur les fauteuils, 2 poussées, un dribble, 2 poussées, un dribble. Voilà, c'est les seules grandes différences avec le valide. Et est-ce que ce sport, il est finalement ouvert à tous? Est-ce que si on est valide, est-ce que moi demain je peux m'inscrire dans un club de handi-basket? Oui, tout à fait. En temps valide, on peut monter sur un fauteuil et venir pratiquer, essayer et jouer même en compétition. Nous, à notre niveau, on a l'autorisation d'avoir un joueur valide sur la feuille de match et même sur le terrain, bien sûr. Et puis, plus on descend en niveau, on a jusqu'en National 2, on a le droit jusqu'à deux valides, autant sur le terrain que sur la feuille. Et en fait, quand on dit valide, c'est qu'on a un nombre de points qui est attribué en fonction du handicap. Donc, ça va de 5 à 1 point. Et un joueur valide va être considéré 5 points. Un joueur qui a un handicap en dessous du genou va être classé 4, 4,5. Et plus on monte dans le degré de handicap, plus les points diminuent. Et la subtilité de tout ça, c'est que le 5 qui est sur le terrain, qui joue, ne doit pas dépasser la somme des 5 joueurs, 14,5 points. Voilà. Pour revenir un peu plus à l'histoire finalement des Aigles du Velay et même au club en soi, le club il a été fondé quand au Puy? Alors le club, donc c'est l'association handisport du Puy-en-Velay qui a été fondée en 1981 et la section basket a été créée en 1987. Voilà, donc on a 40 ans d'existence. C'est vrai je pense que peu de personnes savent que ça fait 40 ans qu'on existe. Et c'est vrai que ces dernières années, on a pris un essor avec le choix qui a été fait de monter au plus haut niveau avec l'équipe de basket fauteuil, parce qu'à la base on était aussi un club multisport où on était possibilité de pratiquer plusieurs activités. Et puis ces 10 dernières années, on s'est recentré sur le basket fauteuil et on s'est dit pourquoi pas de monter au plus haut niveau. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire sur ces 10 dernières années. Tu viens de le dire, vous êtes monté au meilleur niveau, à l'échelon numéro 1 national de handi-basket. Quels sont vos résultats aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait partie des 2 meilleures équipes de France. On évolue en Coupe d'Europe. Et on se bat cette année pour être champion de France pour la première fois de notre histoire. Et si je ne me trompe pas, vous allez disputer, alors je ne sais pas si c'est la première fois, mais là en avril vous allez disputer une phase européenne, c'est ça? Oui, on va disputer une phase finale européenne donc, qui a été un peu modifiée en cause du Covid encore cette année. Et donc on va se déplacer en Sardaigne, à Sassari. Et donc on va disputer l'Euroleague 2, l'Eurocup 2 exactement. Et donc ça va être une super expérience pour nous, un niveau assez relevé. Donc l'objectif va être d'être le meilleur résultat possible et pourquoi pas essayer de remporter un titre européen. Qui dit haut niveau, dit joueurs de haut niveau. Il y a, les joueurs sont salariés, il y a une professionnalisation du handi-basket en France. Comment ça se passe? Donc il n'y a pas de statut professionnel. Notre fédération est une fédération sport amateur. Donc nous aussi, on est club sport amateur. Et il y a une dynamique qui commence à être lancée par notre fédération pour essayer de professionnaliser l'ensemble des clubs, surtout le plus haut niveau, donc la National 1.
Et nous, à notre niveau, on engage depuis maintenant pratiquement 1 an un travail avec la Fondation Agir contre l'exclusion. Donc ils vont nous aider à structurer, à professionnaliser le club. Et on s'est donné comme échéance les JO 2024, les Paralympiques qui seront à Paris. Et donc voilà, c'est l'objectif, c'est d'avoir un club beaucoup plus structuré, professionnalisé. Actuellement, donc, on a des joueurs qui sont salariés du club. Voilà, on a 8 salariés au sein du club actuellement, 7 joueurs plus une chargée de com. Voilà, donc on structure, on travaille au fil des années pour pérenniser le club au plus haut niveau, parce que c'est pas simple. Mais voilà, je pense que les travaux qui ont été menés ces dernières années commencent à payer et on a de bons résultats. Une autre question par rapport justement au niveau, il y a un mercato comme dans les autres sports, on s'arrache un peu les meilleurs joueurs, je suppose. Oui, bon, il y a une période de mercato qui est au mois de juin. Donc toute la période, tout le mois de juin, on a la possibilité de faire d'échanges entre joueurs. Bon, il n'y a pas de transfert à proprement dit, ou on ne paye pas de clause de transfert pour un club. Mais voilà, il y a une bataille pour aller chercher les meilleurs joueurs français, étrangers aussi. Voilà, parce pour arriver à ce niveau-là aussi, il a fallu monter une équipe compétitive et le réservoir de jeunes joueurs français est un peu limité, donc on a été obligé d'aller chercher. Il y a un pays d'ailleurs majeur dans le monde qui domine un peu le handi-basket ou depuis plusieurs années. Et surtout où on est la France. Ouais. Pour la France, donc là cette année ils ont disputé les championnats d'Europe, ils ont fini 5e, donc ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas qualifiés pour les championnats d'Europe, pardon. Et donc ils ont fini 5e, ils sont qualifiés pour les championnats d'Europe qui auront lieu en septembre à Dubaï. Et donc voilà, ça faisait déjà quelques années que l'équipe de France vivotait, et là il y a l'amalgame entre la jeune génération et l'ancienne génération qui est en train de prendre, et il y a une belle équipe. Donc on va dire actuellement ils sont 5e au niveau européen. Après les grosses nations, c'est les Anglais qui sont champions du monde, oui. C'est les Américains qui sont toujours là, qui ont été de nouveaux champions paralympiques. Le Canada, l'Australie, les équipes asiatiques aussi sont très accrocheuses, le Japon entre autres, la Corée du Sud. Ouais. En tout cas, on sent une belle ferveur, une grosse ferveur autour des Aigles. C'est un des attraits aussi pour faire venir un joueur, le public, la qualité de vie au puits. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire basculer le choix d'un joueur ? Oui, parce que c'est vrai que nos concurrents directs sont souvent hier, le Canet, donc oui. Même aussi côté de Toulouse, Bordeaux, on n'a pas la mer non plus. Mais bon, on a une jolie ville, on peut le dire, je pense, le meilleur public de France actuellement. Donc tout ça, une structure, un gymnase, les collectivités qui nous aident. On arrive à attirer, et puis bien sûr le fait de vouloir jouer et d'être champion de France en fin de saison, de jouer les premières places. Et jouer la Coupe d'Europe, bien sûr, tous ces éléments font qu'on peut attirer de bons joueurs. Justement, tu parlais d'attirer des bons joueurs. Tu as dit aussi tout à l'heure que tu avais des internationaux dans l'effectif de l'équipe 1, notamment peut-être de l'équipe 2. Ils viennent de quel pays ces joueurs ? Beaucoup d'Europe. On a un Letton, un Lituanien, on a un Suédois, on a un Américain aussi. Donc c'est notre 3e Américain qui passe au puits. Puis après on a un jeune international espoir français, on a 2 anciens internationaux français, on a des internationaux marocains, algériens. Voilà. Merci. En tout cas, merci David de nous avoir partagé ce bout de club et tout avec les Aigles du Velay. Sans tarder, je vous propose de passer au second sujet, le trail. Et pour le trail, Sébastien Juanol, la voix des courses. Tout le monde te connaît, ta voix, tout le monde la connaît sur les courses en Haute-Loire. Justement, c'était la saison, on a lancé la saison sur le bassin du Puy avec le trail du Grand Velay, c'était la première édition. Et justement, on était présents, donc découvrez ce nouveau trail. Dimanche 13 mars 2022 s'est déroulé le Trail du Grand Velay, un événement unique lors de cette année. Ma motivation en fait à organiser ce trail, c'était surtout d'apporter en fait des fonds pour financer les hôpitaux pédiatriques français. Plus de 200 coureurs réunis pour une course épique et pleine de bonne humeur.
Ici, c'est la convivialité qui trône, la joie de se dépenser en pleine nature, en famille ou entre amis. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à courir, c'est devenu un sport assez facile en fait. Je pense que c'est facile de prendre ses baskets et de passer la porte de chez soi, d'aller courir. Un week-end pour respirer, malgré le mauvais temps que réserve ce dimanche de printemps. Cela n'arrête pas pour autant nos coureurs qui attendent cet événement depuis tant de temps. 3 départs différents sont prévus et l'on commence tout de suite avec le premier départ. Une pause est évidemment nécessaire pour ces sportifs de tout type. Donc moi je suis bénévole aujourd'hui donc, pour le trail de Polignac et parce qu'en plus l'argent est versé pour une très belle association. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là et qu'en plus j'adore cette ambiance du trail. À l'arrivée, de la musique sort des enceintes et nos coureurs respirent un air d'accomplissement. La réussite de cet événement ne fait pas de doute pour qui que ce soit et certains parlent déjà d'un nouveau trail à organiser. Une question se pose alors pour tous, le trail du Grand Velay aura-t-il une seconde édition ? À ce jour, le mystère reste entier. Sébastien, tu étais présent lors du TGV, ce qu'on appelle. Tu le ressens toi aussi, un engouement pour le trail ou Ouais, pas? tout à fait. C'est vrai que par rapport à la première édition, pour répondre à la question, je pense qu'il y aura une deuxième édition. Je C'est peux tombé confirmer. dernièrement. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est une bonne chose parce que le trail du Grand Velay est organisé conjointement avec Amélie Bory qu'on a vu dans le reportage et toute l'équipe de vélo athlétisme. Elles veulent lancer un peu une section trail dans le club de vélo athlétisme qui a une consonance un peu route à ce niveau, donc je pense que c'est une bonne chose pour le club. Alors après, c'est vrai que par rapport au phénomène trail, on l'a vu arriver dans les années 2000, sous la pointe des pieds. C'est vrai qu'après, le gros boom est arrivé dans les années 2010, où tout le monde a repris le trail et s'est imposé dans leurs courses. Par rapport à ça, c'est vrai que ça s'est accompagné d'une féminisation des courses, puisque avant, si je reprends il y a une vingtaine d'années de ça, on va dire un peu, on remet dans le contexte, on est avec des courses sur route, avec peu de participation féminine. Des fois, si on avait 10-15 dans nos courses en Haute-Loire, c'était déjà très bien. Aujourd'hui, on arrive avec des pelotons en 30 et 40% de femmes. Donc c'est vrai que ce boom-là a amené à réfléchir sur différents éléments. Plusieurs courses se sont créées. On parlait d'animer les communes, ça anime les communes pour certains aussi. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Après, il va peut-être le contre-coup du Covid qu'on va peut-être échanger ensemble tout à l'heure. On le voit sur les premières courses qui ont repris déjà un peu l'année dernière et sur celles de ce début d'année, en espérant qu'on reste sur de nombre d'inscrits qui soient assez satisfaisants. Alors moi j'ai fait un petit peu mes petites recherches sur le trail et plus globalement sur le run en France. On compterait entre 9 et 13 millions de runners dans le pays, dont environ 2 millions seraient prêts à mettre un dossard pour participer à une course qui serait organisée. La course à pied, c'est en fait la 3e discipline la plus pratiquée dans le pays, derrière la natation et le fitness. C'est un sport qui se féminise, tu l'as dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de filles qui participent. Alors on est encore sur une majorité d'hommes qui participent, mais alors sur les nouvelles personnes qui finalement se convertissent au running, on a de plus en plus de filles. C'est un sport qui est intergénérationnel, on voit un petit peu toutes les catégories, même si près de 26% finalement des runners entre 25 et 34 ans et 28% entre 35 et 49 ans. C'est un phénomène aussi qui se partage, même si 77% selon mes chiffres pratiquent en solitaire. En fait, de plus en plus, les courses proposent finalement des duos sur les trails. Mais aussi on peut partager de plus en plus sur les applications nos runs, alors que ce soit Runastic pour une marque dont je ne citerai pas le nom sur ce plateau, ou avec Strava. Donc voilà, d'un point de vue économique maintenant, le marché global du running il s'élève à 850 millions d'euros en France, c'est énorme. Le segment le plus important ce serait les chaussures, avec plus de 8 millions de paires vendues par an en France et un chiffre d'affaires évalué à 500 millions d'euros. J'ai regardé un petit peu aussi en Haute-Loire et j'ai vu qu'il y avait une 40aine de courses qui seraient organisées par an dans notre département. C'est trop, Sébastien.
C'est vrai que par rapport, pour reprendre, tu as bien cité, tes recherches sont bonnes, Samuel. C'est vrai que cette évolution par rapport à ça, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la Haute-Loire, on cite à peu près 35-36 courses officielles inscrites au calendrier des courses hors stade du département. Après, il y a ce qu'on appelle des courses off qui arrivent et qui n'ont pas la partie chronométrage, toute la partie sécuritaire, toute la partie déclaration préfecture à faire. Donc c'est vrai que ça vient un peu parasiter le calendrier des courses officielles. Mon avis sur ça, c'est vrai qu'on le dit depuis 2-3 ans, c'est vrai que c'est bien d'avoir un événement dans un village pour pouvoir animer et faire venir du monde. Et déjà, il faut trouver les bénévoles pour faire ça. Déjà, c'est une première chose. Mais je pense qu'il y a trop de courses. On le voit aujourd'hui, des fois sur le même week-end, on a 2 courses. En Haute-Loire, on n'a pas le même potentiel de coureurs, que ce soit sur la région stéphanoise, clermontoise ou lyonnaise. Donc je pense qu'après, que ce soit au niveau des organisateurs, peut-être réfléchir aussi à dispatcher un peu toutes les courses, qu'elles se ressentent sur début mars, on va dire en gros, jusqu'à début octobre. Parce qu'après, on sait que chez nous, la période est un peu compliquée avec l'hiver. Donc peut-être par rapport à ça, avoir des discussions, des échanges entre les différentes organisations pour pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dernièrement, on a vu le reportage du Trail du Grand-Velay, on arrive à 350 coureurs. Les foulées de Saint-Germain, il y a quelques temps, où d'habitude ils font 600-700 coureurs, on se trouve avec 400 inscrits. Donc on a à peu près une perte de 20-30% par course. On l'avait déjà vu l'année dernière sur un événement comme les 15 km du Puy-en-Velay, où il y avait d'habitude 900 ou 1000 coureurs. Se retrouver à 350 coureurs, donc il y a des questions à se poser. Bon. Est-ce que c'est pas le revers de la médaille justement? Je pense qu'il y a le revers de la médaille. Tout le monde veut la part du gâteau. Après, c'est vrai que tout le monde veut le Graal, tout le monde veut être finisher, tout le monde veut avoir sa médaille. C'est vrai que le trail amène ce côté-là où le chrono importe peu, c'est la place. Aujourd'hui, c'est déjà de finir, dire aujourd'hui, je vais sur des courses comme le Mont Blanc, je vais sur le course, que ce soit des grands éco-trails à Paris. Tout à l'heure, je reviens David, on parlait de Toulouse, il y en a qui partent à Toulouse. La chance, on a aujourd'hui d'avoir des belles courses, des beaux paysages, il faut en profiter, mais d'avoir un surplus de courses peut amener les gens ne peuvent pas faire toutes les années les mêmes courses, ils ont envie d'autres choses aussi. Puis on voyait aussi que les inscriptions se font de plus en plus tardivement. Ça, c'est compliqué pour les organisateurs. Ça, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est avant Covid, si on remet dans le contexte, tout était préinscrit sur les sites des chronométreurs. On arrivait, donc tout le monde s'inscrivait. Quand on voyait des préinscrits une semaine avant, il y avait 200, on se dit allez, on va doubler, on va faire 400 coureurs. Aujourd'hui, l'effet Covid a amené, le pass depuis quelques temps n'est plus là, a amené cette annulation des courses où certaines courses ne remboursaient pas l'inscription. Donc les gens aujourd'hui se disent, si je m'inscris trop tôt, si ça s'annule le mardi, le mercredi, comment je vais faire? Je ne peux pas récupérer mon argent. Bon, il existe des assurances par rapport à ça, mais les assurances, il y a un coût supplémentaire aussi. Donc quand on est dans une course à 1 € le kilomètre à peu près, aujourd'hui, ça commence à faire des budgets entre 15 et 20 € si vous courez tous les week-ends. Donc forcément, vous perdez des coureurs. Et par rapport à ça, à un moment donné, il faudra réfléchir aussi par rapport aux tarifs. Regarder ce qui peut être fait ou pas fait aussi. Mais bon, après les charges, on voit, avant on avait de plus en plus de coureurs qui venaient de Saint-Étienne, Clermont. Aujourd'hui, le fait sociétal de la hausse du carburant fait que les gens viennent de moins en moins en Haute-Loire. Et on voit que ça tourne toujours autour des mêmes personnes du bassin du Puy. On prend les premières courses de la Haute-Loire, on retrouve 70-75% les mêmes personnes à peu près. On voit que beaucoup de courses maintenant fun, entre guillemets, commencent à émerger, Run Color, la corrida. Ça, c'est un phénomène aussi, on voit, qui plaît aussi pas forcément à des gens qui courent régulièrement, mais ce côté un peu festif de courir 5 km, 7 km, ça aussi, tu le sens qu'il y a c'est peut-être les courses de demain, entre guillemets? Puis est-ce qu'il n'y aurait pas deux publics différents finalement? Non, je rejoins ce que vous dites là, Will et Samuel. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut avoir une offre diversifiée pour pouvoir atteindre même au sein du même course. Public. Même au sein du même course. Même au sein du même course. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des événements qui ont lieu sur 2 jours. Donc aujourd'hui, dire je peux faire une color run le samedi pour m'adresser à des personnes qui viennent d'attaquer, de courir. Et on voit le phénomène quand on va sur les rives de la Borne, où on voit de plus en plus de femmes courir et c'est très bien. Mais quand vous débutez, vous faites 5-10 km ou même vous venez pour un peu la santé. Il y en a beaucoup qui ont ce côté-là, dire la santé, le sport c'est bien, donc il faut en faire. Une paire de baskets, vous allez acheter il faut juste avoir une bonne paire de baskets. Alors c'est sûr que tu disais, le trail a amené ce côté un peu business où aujourd'hui on n'a plus besoin de la paire de baskets, il faut la montre connectée pour faire les différentes applications. Les segments Strava, un sac à dos quand vous allez sur 50 km pour vous ravitailler. Donc c'est sûr que sur vous avez une panoplie. Donc c'est pas le budget
alloué à la course à pied et plus le même qu'il y a 20 ans de ça. En tout cas, merci Sébastien sur ce retour d'expérience du running et du trail plus particulièrement. Là, je vous propose de partir sur une activité méconnue en Haute-Loire, c'est le disque golf. Reportage tout de suite qu'on va découvrir. Alors, le disque golf, Thomas, c'est une activité de pleine nature. On va découvrir le reportage tout de suite. La Haute-Loire, terre des géants. Départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, paradis des marcheurs et des coureurs, est réputé pour sa verveine, ses lentilles vertes, ses forêts, ses lacs et toutes ses activités sportives bien connues du public. Toutes, non. Le disque golf, discipline sportive pratiquée à 2 pas du Puy-en-Velay, est resté en retrait jusque-là, méconnu du public. Pour découvrir cette activité, cap vers la Pinatelle du Zouave. C'est ici, dans ce cadre naturel, que quelques irréductibles s'adonnent au disque golf. Mais que peut bien être ce sport ? Tout d'abord, présentons l'équipe que nous avons suivie dans cette aventure. Thomas, Eric, Guillaume et Olivier. Olivier, le disque golfeur le plus technique de la bande, va nous expliquer les règles. Le principe du disque golf, ça va être un petit peu de manière similaire au golf. Le disque doit heurter les chaînes, en fait ça va l'arrêter, il va tomber dans la panière. On a 2 façons de jouer. On va avoir le revers, qui va ressembler un peu à ce qu'on fait tous quand on joue sur la plage avec des frisbees. Ou alors un coup droit qui va être plutôt similaire à ce qu'on peut voir au baseball en fait. Mais qui donc a eu l'idée de ramener ce sport aux abords du Puy-en-Velay ? C'est Thomas qui va nous en parler. Le club de disque golf, il existe depuis 2019. Il a été créé suite à l'implantation du parcours de disque golf la même année. Alors quelqu'un du coup qui veut s'initier au disque golf, il a plusieurs possibilités. Alors soit par exemple, il peut aller à l'office de tourisme du Puy pour louer gratuitement un disque. S'il veut faire une initiation gratuite, il n'y a pas de souci, ils peuvent nous contacter. Nous, on joue tous les dimanches matins. C'est une activité de pleine nature qui est ludique. Voilà, on joue vraiment dans un cadre qui est magnifique. Donc ça permet à toute personne, quelle que soit sa condition physique, de faire un sport, de se promener dans la nature. Ayant fini leur journée, les disques golfeurs s'en vont, heureux d'avoir pu profiter de cette nature, de ce soleil et de cette bonne humeur. Une fois de plus, la Haute-Loire nous a montré qu'elle nous réservait toujours des surprises. Décidément, quelle terre de jeu, la Haute-Loire. Moi, quand je regarde ce reportage, j'ai envie d'y aller en famille. Thomas, c'est incroyable que ce sport est totalement méconnu. Tu as une réponse à ça ? En fait, en France, c'est encore un sport récent. Ça arrivait en France que dans les années 2000. C'était inventé dans les années 60 aux États-Unis. Mais c'est essentiellement pour ça que pour l'instant, c'est très peu connu, surtout en Haute-Loire, où là, du coup, le parcours de la Pinatelle, c'est le premier du département. Mais on voit petit à petit que ça commence à se faire connaître. Les départements où il y a beaucoup de parcours, de plus en plus, les gens ont dit « Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ce sport, etc. » Donc, on espère qu'au fil des années, par exemple, dans peut-être 10-20 ans, on va avoir, comme la Suède, beaucoup plus de parcours et des disques qui sont vendus dans les magasins, etc. Mais là, c'est encore trop récent pour l'instant. On est sur la découverte d'un sport, donc je t'avoue que moi aussi j'ai complètement découvert ce sport quand j'ai su qu'on allait faire un sujet dans notre reportage. Mais j'ai quand même fait mes recherches comme pour le trail. Comme tu as dit, c'est un sport qui est né dans les années 60 aux États-Unis et qui est notamment très pratiqué dans les pays nordiques européens, en Estonie et en Finlande. En tout dans le monde, il y aurait 500 000 pratiquants, ce qui n'est pas forcément énorme, mais ce qui est un chiffre qui évolue ces dernières années. En France, la Fédération française de Flying Disc, c'est ça, si je ne me trompe pas, a été créée elle, en 1977 et depuis le sport est en train un petit peu d'évoluer. On aurait en ce moment une vingtaine de clubs en France, si je ne me trompe pas. Peut-être un peu plus, mais après il y a des clubs qui sont plus en loisirs, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément comptabilisés dans la fédération. Mais oui, après, dans la fédération dont tu as parlé, il doit y en avoir une vingtaine, plus quand même quelques clubs d'Ultimate, qui est un sport qui fait partie de la fédé, qui a tendance à pratiquer les 2 sports. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton club à toi, finalement, le club du Puy ? Alors, le club du Puy, il est très récent. On l'a créé à peine en 2019, suite à la création du parcours à la Pinatelle du Zouave. Donc, on a juste 6 membres pour l'instant, mais on espère être un peu plus nombreux. Et très prochainement, on va accueillir notre première compétition. Donc on espère justement par ces événements
se faire connaître de plus en plus. Elle sera quand cette compétition ? Le 8 mai. D'accord. Elle a un an, on peut y participer, n'importe qui peut y participer. Alors c'est l'Open du Velay. Alors pour participer, il faut soit avoir une licence au sein de la fédération, soit si on est intéressé mais qu'on n'a pas de licence, on peut prendre une licence provisoire, mais il faut quand même connaître les règles du disque golf, avoir ses propres disques, etc. Là, c'est pas non plus accessible à n'importe quelle personne. Et comment il s'organise un petit peu ce sport ? Il y aura une compétition qui sera organisée en Haute-Loire. Il y en a certainement dans d'autres départements. Toi, tu es licencié du club. Est-ce que tu vas sur d'autres compétitions ? Est-ce qu'il y a un classement finalement ? Oui, tout à fait. Alors, il y a des compétitions du coup locales, régionales. On a aussi des compétitions nationales. Donc, par exemple, bientôt en Gironde, il y aura aussi une compétition, un championnat de France où on espère avoir des membres du club qui vont représenter. Il y a des compétitions aussi internationales, donc beaucoup en Europe et surtout aux États-Unis, où c'est d'ailleurs très très populaire là-bas. Comment tu as découvert le disque golf ? Alors, toi ? Oui, alors moi j'ai découvert ça en Suède, en vacances en Suède en fait. C'est un de mes cousins qui voulait nous faire découvrir une discipline qui chez lui est très développée et chez nous pas du tout. Donc du coup on a découvert ça en famille et on a trouvé ça génial. Et en revenant du coup en France, on s'est dit il faudrait développer cette discipline. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est toi qui l'as importé, parce que tu n'es pas originaire de Haute-Loire, c'est toi qui l'as importé chez nous. Enfin, Haute-Loire, je dis pas de bêtises, non ? Plus ou moins. Alors c'est vrai que c'était quand même à l'initiative du département de la Haute-Loire d'installer un parcours. Et moi, j'ai joint le projet pour aider, notamment pour la conception du parcours. Quels sont un peu les projets à venir du club ? Les projets, déjà la compétition, ouais. Et puis continuer à faire des animations, essayer de faire des animations qui rassemblent le plus de monde possible pour justement un petit peu grossir nos rangs et avoir de plus en plus de joueurs. On fait aussi beaucoup d'animations d'initiation pour les centres de loisirs. Là, j'en ai fait peut-être une dizaine depuis la création du club, donc continuer à faire ça pour se faire connaître. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire ? Pas tellement. On vient comme on est ? On vient un peu comme on est, oui. Après, avoir des vêtements un petit peu amples pour que ce soit confortable au niveau du lancer pour la performance. Mais voilà, des chaussures, des baskets comme si on faisait de la rando en fait, tout simplement. D'accord. Bon, que le temps passe vite. Je suis désolé, le temps passe très très vite. Il va falloir conclure l'émission. On a été ravis de vous accueillir sur le plateau de la première La Petite Émission. Je remercie en tout cas les jeunes du BTS Audiovisuel qui ont fait un travail formidable, notamment sur le reportage. Je remercie tous les invités d'avoir répondu présent. Merci Samuel d'avoir fait tes recherches, de nous avoir un petit peu plus expliqué sur chaque sport, un petit peu le détail. Quant à moi, je vous dis merci, bonne soirée et puis on se retrouve à bientôt. Portez-vous bien. Bye, bonne soirée.